السيشن الأخيرة رح تكون عن فرص الاستثمار المتوقعة بالطاقة والمي والجرين تاتش أو البيئة الخضراء إذا أنا ترجمتها صح. أعتقد أنه هلأ العالم كله يتوجه إلى الطاقة المتجددة، والأمر في هاي الموضوع لا والتغير المناخي اليوم والحاجة إلى الطاقة الخضراء وطاقة التكنولوجيا اللي بسموها يمكن نانو. أنا مش خبيرة فيها بس بحاول أني أخليكم معانا مركزين شوي. فهلأ السيشن الأخيرة اللي بعديها رح ترتاحوا شوي، رح يكون فيها مستر مش عارف إذا بعرف ألفظ الاسم بالفرنسي، تعالي مش رح أعرف. في عنا السيد دريد محاسنة يزيد الصباغ ولورين تبيرو I think لورونت بواري ويزيد الصباغ دريد محاسنة ومستر اوكي أكاولي مستر أكاولي ومستر دريد محاسنة مستر يزيد صباغ ومستر لورونت بوغي. اوف كورس اللي راح يدير الجلسة سيرج ستورا. راح اترك لزميلتي تترجم لكم بالفرنسي اكثر. لا بدعتي بالفرنسي، بدك ترجعي fluent in French, francophone. Et maintenant pour la 6e session de notre journée, la dernière session, les perspectives d'opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie, de l'eau et des technologies vertes. Nos panélistes seront M. Aka Aoulé Eugène, bienvenue du Côte d'Ivoire. Dr Dureid Mahasne معنا وصل دكتور دريد؟ اوكي. دكتور دريد اعتذر. مستر يزيد Sabeg, Monsieur Yazid Sabeg, Algérie. Et Monsieur Laurent Poiré, directeur Veolia en Jordanie, bienvenue. Ça sera modéré la session par Monsieur Florent Serge Stora. Il est là, oui, il est là. Il est là. Qui? Yazid Yazid Sabeg, il doit arriver, il était là tout à l'heure. Il est là. Ah, monsieur Sabeg. Bonsoir à toutes et tous, merci de votre attention. Nous sommes ravis d'animer cette dernière session pour aujourd'hui. Merci au président du Conseil économique et social d'être avec nous aussi. Et merci à tous. Merci aux autorités jordaniennes de nous avoir offert cette possibilité d'échanger ensemble sur des sujets majeurs. Alors, avant de me présenter, je vais présenter nos invités. Alors, nous avons M. Aka Awele, qui est président du Conseil économique et social de Côte d'Ivoire, qui a une longue carrière politique aussi et qui est ancien ministre de la Santé. Nous avons M. Yazid Sabeg, qui est président de GS Group, ici présent, groupe algérien, entre autres. Oui. Et puis nous avons aussi M. Laurent Poiré, qui est directeur de Veolia pour les pays de la Jordanie et du Liban. Voilà, nous sommes au complet. Et moi-même, je suis modérateur et je suis Florent Serge Stora, directeur des relations européennes et internationales du Conseil économique, social, environnemental français. Voilà, ravi de modérer cette table ronde qui concerne les opportunités d'investissement dans l'énergie, dans le secteur de l'eau et dans la green tech. Et avant de vous passer la parole, peut-être j'aurais souhaité dire 2 mots pour lancer un peu les discussions. En me réjouissant que ce sujet soit abordé aujourd'hui, parce que souvent, on parle de nouvelles technologies,
de la green tech, de la transition numérique, et puis on parle à côté de la transition environnementale. Et en fait, on les évoque parfois de manière séparée. Alors qu'il nous semble, nous en tout cas au Conseil économique, social et environnemental français, qu'on ne peut pas aborder ces transitions de manière complètement séparée et qu'en fait, ensemble, elles constituent ce qu'on appelle la double transition numérique et environnementale qui permet en fait de construire une société peut-être plus respectueuse des grands équilibres. Donc loin de s'opposer, ces deux dynamiques se conjuguent et se complètent. Et c'est un peu le sens, je crois, de nos actions respectives, que ce soit dans les politiques publiques, que ce soit dans les politiques aussi économiques et dans les actions de nos sociétés civiles. Alors peut-être on va démarrer par vous, Monsieur le Président du Conseil économique et social de la Côte d'Ivoire, pour essayer de tracer, de brosser un peu à grands traits ce qu'on entend par les perspectives d'investissement dans l'énergie propre et dans ce qu'on appelle les green tech, sachant que tous ces mots, mais peut-être qu'on aura l'occasion de le faire dans notre débat, mériteraient, me semble-t-il, des précisions sémantiques. Qu'est-ce que c'est qu'une énergie propre? Qu'est-ce que c'est qu'une technologie verte? Je crois qu'on pourra rentrer dans ces questions dans nos échanges. Je vous cède la parole, Monsieur le Président. Bien, merci, Monsieur le modérateur. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif du sujet, quand même m'acquitter d'un devoir de reconnaissance, car nous sommes ici, en tout cas en ce qui nous concerne, à l'invitation du président du CESE France, par ailleurs président de l'UCEDIF, mon président Thierry Baudet, au nom donc d'une valeur partagée à la fois par les francophones et les francophiles, on l'a dit tout à l'heure. De ce point de vue, donc, vraiment, il me plaît de le saluer. Mais nous sommes également ici, au nom du développement, car je crois que l'initiative de cette rencontre appartient au groupement du patronat français. Et je voudrais également, pour cette raison, remercier monsieur le président du groupement du patronat francophone, Jean-Louis Blanchier, qui a bien voulu m'inviter ici. Mais nous sommes également, merci, ici également, au nom des relations harmonieuses entre mon pays, la Côte d'Ivoire, et le royaume hachémite, un pays agréable. Donc, je voudrais les remercier pour les dispositions prises pour rendre notre séjour agréable. Cela dit donc, vous me demandez d'intervenir sur un sujet important, vous l'avez dit. Il s'agit des perspectives qui s'offrent aujourd'hui à nous, aux différents pays, pour investir dans l'énergie, dans l'eau et également dans les technologies vertes. Je voudrais, en ce qui me concerne, partir d'une idée que j'emprunte à mon président, le président Alassane Ouattara. Vous vous souvenez qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, en mai 2022, on a tenu une rencontre importante, la COP 15, et la COP 15, qui est un ambitieux programme, avait permis donc à la Côte d'Ivoire de proposer ce qu'on appelle Abidjan Legacy Programme, ou l'initiative d'Abidjan, un projet important. L'initiative d'Abidjan donc a été adoptée donc en marge de la 15e conférence qui s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 9 au 20 mai. C'est une vision vraiment référentielle du président de la République, Alassane Ouattara, qui constitue en fait une réponse globale et intégrée et qui vise d'abord à créer, je dirais, une durabilité environnementale, premièrement. Deuxièmement, qui vise également à replacer le secteur agricole dans un rôle puissant de création d'emplois
et des revenus, et ensuite a produit in fine un équilibre social qui garantisse à toutes les couches de la société le droit à une alimentation équilibrée et à une vie décente. Donc il s'agit d'un programme dont les grands principes pourraient inspirer tous les pays qui sont confrontés au défi de la désertification et également à la déforestation. Désertification, sécheresse, tout ça. Il est donc organisé, ce programme, autour de 4 grands piliers, à savoir, premièrement, lutter contre la déforestation. Et vous savez que la Côte d'Ivoire a perdu 90% de sa forêt depuis l'indépendance. Il ne reste plus que 10%, donc il était temps de prendre une telle décision. Donc, lutter contre la déforestation et restaurer les forêts dégradées et promouvoir l'agroforesterie. Deuxièmement, il s'agirait également d'assurer la sécurité alimentaire par une intensification durable de la production alimentaire. Et troisièmement, de rendre les chaînes de valeur existantes plus durables sans désertification. Quatrièmement, d'identifier les nouvelles chaînes de valeur résilientes au changement climatique. Et enfin, je crois qu'il existe également une autre... Oui. Donc, voilà en gros l'objectif qui est visé. Alors, quelles sont les retombées économiques, sociales et environnementales de cette initiative d'Abidjan? Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 6 millions d'agriculteurs à ce jour, et les jeunes et les femmes, et ce nombre augmente donc régulièrement. Il s'agira donc, à partir donc, de l'initiative d'Abidjan, de créer 1 million d'emplois, grâce à la technologie, donc on a lu, de transformer les produits agricoles et également de faire de la digitalisation pour les jeunes et les femmes. Et il s'agit également de satisfaire 1 million d'exploitants agricoles et 30% de femmes et de jeunes en milieu rural auront accès au financement et à l'appui technique nécessaire pour le développement donc, de leur petite transformation agricole. Il s'agit également de promouvoir la transformation des produits agricoles et également d'appuyer la création et le développement des PME rurales. Les retombées au plan environnemental, il s'agira de développer l'agroécologie par la sensibilisation, de favoriser l'émergence d'une agriculture durable en garantissant la sécurité alimentaire sur le long terme, également préserver la biodiversité, c'est important, et gérer durablement la fertilité des sols et l'utilisation efficace des ressources en eau. Alors, des engagements par rapport à l'initiative d'Abidjan, lors donc de l'annonce de l'initiative d'Abidjan, des engagements ont été enregistrés du côté des participants et on pensait à 1,5 milliard de dollars au départ, mais finalement il y a eu un plan d'investissement massif de plus de 2,5 milliards de dollars sur les 5 prochaines années. Et le tableau peut se présenter. La BAD, la Banque africaine de développement, s'est engagée pour 500 millions de dollars. L'équipe européenne pour 532 millions de dollars. La Banque mondiale, 700 millions de dollars. Et puis le FIDA pour 130 millions de dollars. La BOAD pour 592 millions de dollars. Donc au total, si on ajoute également les engagements des partenaires techniques, c'est près de 2,5 milliards de dollars qui ont donc été constituent les engagements que les autres ont pris. Alors, les enjeux donc, de la mobilisation des entreprises privées également. Vous savez, la Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'un cadre attractif extrêmement important pour les investissements privés qui favorise donc la compétitivité du secteur privé. Car avec le nouveau code des investissements qui date de 2018, la Côte d'Ivoire, ce code d'investissement permet de favoriser et de promouvoir les investissements productifs, de même que l'investissement vert et socialement responsable,
permet également d'encourager la création et le développement des activités orientées, la création d'emplois durables et décents et la production de biens compétitifs, de même que la promotion de la technologie et la recherche et l'innovation. Au chapitre du cadre institutionnel, il existe un centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire qu'on appelle le CPC. Et ce CPC aide à la création d'entreprises en 24 heures à des coûts préférentiels. Alors, je peux parler rapidement maintenant de l'eau. Les enjeux de l'eau dans le développement socio-économique de la Côte d'Ivoire sont connus. En Côte d'Ivoire, le secteur agricole est extrêmement important. Il constitue 28% du PIB, 40% des exportations du pays, emploie 46% des actifs et fait vivre les 2/3 de la population. Ce secteur donc constitue véritablement la colonne vertébrale de l'économie ivoirienne, et l'agriculture et le secteur de l'hydroélectricité, véritable niche d'opportunités d'affaires, utilisent plus de 64,9% du réseau hydrographique ivoirien qui comprend 537 cours d'eau. La Côte d'Ivoire a beaucoup arrosé. Ça, c'est une chance que nous avons. Il y a 38 milliards d'eau souterraine. Voyez-vous, donc il y a suffisamment d'eau pour pouvoir maintenir un secteur agricole dynamique. Il y a également, bien sûr, les eaux atmosphériques. Il pleut énormément dans le pays. On a également les eaux territoriales également. Alors, l'État de Côte d'Ivoire s'est doté de plusieurs instruments légaux de gestion des problématiques de l'eau. Ce sont, entre autres, il y avait la loi de 1998 qui constitue la base légale de la politique de l'eau en Côte d'Ivoire. Il y a également le plan national d'action de gestion intégrée des ressources en eau dans le cadre du projet Afrique-Caraïbes-Pacifique, ACP-UEA. Il y a également le plan de gestion intégrée des ressources en eau, plan GIR, et la politique nationale de l'eau qui s'appuie sur les 3 piliers essentiels du développement durable, à savoir l'équité sociale, l'efficience économique et la durabilité écologique. Un décret daté de 2013 porte détermination de la périodicité de l'inventaire des ressources en eau, des aménagements et ouvrages hydroélectriques. À travers ces ressources en eau et le cadre législatif y afférent, la Côte d'Ivoire entend donc réduire les maladies liées à la consommation en eau, renforcer la sécurité et la sûreté maritime, parvenir à une agriculture durable et créatrice d'emplois, développer des activités liées à l'économie bleue, réduire significativement la déforestation, accroître le stock de carbone et construire des infrastructures techniques de préférence et de lutte contre les pollutions. En ce qui concerne, je vais peut-être terminer là, en ce qui concerne l'énergie et les technologies vertes, la Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire de 30,40% d'ici à 2030 ses émissions de gaz à effet de serre à travers l'amélioration du taux de pénétration de l'information environnementale de 30% en 2018 à 50% en 2025. Deuxièmement, la promotion des emplois verts dans le cadre de la politique de lutte contre le chômage. À travers cette volonté, la Côte d'Ivoire vise un mix énergétique dont 42% seront issus d'énergies renouvelables d'ici à 2030, d'où la mobilisation d'expertise et de technologies vertes en matière énergétique, notamment éolienne, solaire, hydraulique, et bien entendu dans le secteur agricole, notamment l'agriculture durable et intelligente. 2 facteurs essentiels expliquent ces choix, à savoir le secteur de l'énergie, qui occupe une place de choix dans la résilience du pays face au changement climatique, et ce secteur renferme d'énormes enjeux de développement socio-économique au regard de leur rapport dans les agrégats économiques du pays, le PIB. Par ailleurs, plusieurs études ont fait état des opportunités de création d'emplois verts dans les domaines suivants: les énergies renouvelables, le reboisement, la cacao-culture. Vous savez qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de détruire les forêts pour faire du cacao, bien au contraire, il faut permettre
à la forêt d'exister, même là où il y a la culture du cacao. Également la gestion des déchets et l'efficacité énergétique des nouveaux et des anciens bâtiments. Sur cette base, la Côte d'Ivoire entend également fournir donc une énergie durable, abondante, fiable, à moindre coût au plan national et respecter ses engagements sous-régionaux. La Côte d'Ivoire entend développer des activités liées à l'économie bleue dans les conditions de sécurité et de sûreté, améliorer l'accès des populations à l'électricité et à l'énergie à un prix accessible, accroître l'utilisation des énergies renouvelables dans la production d'électricité, assurer la gestion durable et la valorisation des déchets, améliorer l'efficacité énergétique, renouveler et diversifier le parc automobile ivoirien, promouvoir le transport de masse, construire les infrastructures techniques de prévention et de lutte contre la pollution. Je voudrais terminer en disant qu'il faut savoir que depuis 2012, la Côte d'Ivoire maintient un taux de croissance de son économie de 7 à 8%. Je crois que c'est une performance qui a salué depuis 2012 jusqu'à maintenant. Donc ça fait 10 ans. Si l'on ferme la parenthèse de la pandémie à Covid-19, que moi-même j'ai eu à gérer en tant que ministre de la Santé, où le taux de croissance était ramené à 2%, mais là également c'était une performance, puisque dans beaucoup de pays, c'était négatif. Or, on a pu maintenir ces taux de croissance. Donc, l'économie ivoirienne se porte extrêmement bien aujourd'hui, et donc nous lançons un appel à tous ceux qui sont à la recherche d'opportunités d'investissement dans le domaine indiqué pour venir en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Voilà la présentation. Merci, Monsieur le Président, pour cette présentation très exhaustive de ce qui se joue et de ce qui se fait en Côte d'Ivoire. En fait, elle a le mérite d'illustrer en fait cette idée d'une transformation en profondeur en fait de nos sociétés et qui nécessite en fait une approche holistique. Enfin, moi, c'est ce que je retiens, hein, et qui à la fois comprend les aspects d'inclusion sociale, de développement durable, d'économie et d'environnement. Et en effet, votre initiative, vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre présentation, elle s'inscrit en fait dans un cadre plus global qui est international, avec des grands engagements pris notamment lors des COP. Je pense à la prochaine qui va se passer à Dubaï, la COP 28. On a fixé un engagement pour limiter l'augmentation du climat à 1,5 degré, voire 2 degrés, 1,5 degré. Et puis il y a les engagements européens notamment, parce qu'on pense notamment au Fit 55 qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030 et à prévoir la neutralité carbone en 2050. Et puis aussi au niveau européen, et puis il faut faire très court, il y a deux grosses initiatives, c'est le plan New Generation Europe, Next Generation, qui en fait qui vise à mobiliser 800 milliards d'euros pour justement observer cette transition énergétique et digitale. Et puis plus récemment, une initiative qui concerne à la fois l'Europe et les pays du reste du monde, dont les pays de la zone MENA, qui est la stratégie Global Gateway, la nouvelle initiative européenne qui vise en fait à recentrer les financements et les partenariats autour des thèmes de l'innovation, des green technologies, et qui vise aussi à débloquer beaucoup d'argent public, mais aussi à mobiliser l'argent privé. Plus de 800 milliards sur la période 2021-2027 prévue. Et c'est ce qui m'amène à opérer cette transition et à m'adresser à vous, Monsieur Yazed Sabeg. Ce qui est intéressant, donc on a vu une perspective politique publique, holistique. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir la vision des entrepreneurs, des entreprises, au cœur de cette dynamique, puisqu'aujourd'hui, on voit bien que cette thématique, elle ne peut pas faire l'économie de partenariat entre le public et le privé. Donc voilà, nous, on aimerait avoir votre vision sur ces perspectives d'investissement et comment l'entreprise s'inscrit dans cette dynamique à multiples facteurs et à multiples acteurs. Écoutez, je vais prendre une position peut-être un petit peu, pas tout à fait orthogonale de celle que vous avez prise, mais je crois que quand on s'adresse à cette zone, et à l'ensemble du monde arabe,
qui a des problématiques un peu différentes, celle de l'Afrique. La question fondamentale, c'est le développement et la croissance, et puis la souveraineté en matière économique et industrielle. Si on n'a pas d'eau, si on n'a pas d'électricité, on ne peut pas atteindre ces objectifs de croissance, d'indépendance et de souveraineté. Et je ne crois pas que aujourd'hui, l'ensemble des pays arabes, et singulièrement cette zone, est confronté à un stress hydrique permanent, structurel, c'est-à-dire qu'il y a une demande d'eau, une consommation d'eau qui est supérieure à l'eau qui est disponible. Le deuxième facteur qui est très important, c'est qu'il va y avoir un stress également énergétique, puisque même si les pays arabes disposent d'un patrimoine en énergie fossile considérable, par la nécessité de la décarbonation, cette capacité de mobiliser cette énergie fossile pour faire de l'électricité sera capée dans le temps. Donc il faut trouver des réponses, et je ne pense pas que les énergies renouvelables apportent une solution durable et à long terme l'énergie renouvelable telle que vous les concevez. Je mets de côté l'hydraulique, les pays arabes malheureusement n'ont pas d'infrastructure hydraulique ou de capacité dans le domaine de l'hydroélectricité, mais en tout cas les éoliennes ou les cellules photovoltaïques n'apportent pas de réponse durable de disponibilité d'une quantité d'énergie qui soit abondante et qui soit économiquement satisfaisante pour assurer le développement de ces pays. Donc ces deux facteurs sont très importants, et la seule activité, la seule source d'énergie qui procure à la fois de l'électricité et qui procure de l'eau, c'est l'énergie nucléaire. Et je pense que les pays arabes ont pris beaucoup de retard dans ce domaine, comme d'ailleurs d'autres pays en Asie. Les problématiques sont quelquefois identiques. Il y a probablement la nécessité d'accompagner ces pays pour se doter de capacités scientifiques et techniques d'abord, industrielles, et puis des capacités d'exploitation des possibilités nouvelles que va offrir le nucléaire. Je pense notamment à ce qu'on appelle les petits réacteurs, les SMR, qui sont une solution qui permet à la fois de produire de l'électricité de façon permanente, durable. Un SMR, ça peut fonctionner pendant 70, 80, 100 ans, avec une source permanente, qui est un matériau fissile, d'une part, et deuxièmement, ça produit de la vapeur, qui peut être utilisée également pour dessaliner l'eau. La dessalination va être un enjeu très important dans les pays arabes, dessaliner l'eau, où j'ai vu que dans l'intitulé de notre table ronde, il y avait la question de l'hydrogène demain. Hein, c'est pas pour aujourd'hui, mais c'est plutôt pour demain. On peut utiliser la vapeur également pour faire de la bialyse électrique. Alors, moi je crois que ce qu'on peut apporter aujourd'hui à des pays où il y a un capital humain suffisant, c'est le cas de la Jordanie, c'est le cas d'autres pays arabes, je pense notamment à la Tunisie. Il y a la capacité de mobiliser un capital humain suffisant sur le plan technique, qui peut être utilisé à l'échelle de toute la région arabe, qui peut être utilisé pour fournir la connaissance scientifique qui va être nécessaire pour former des ingénieurs et des équipes capables demain de contribuer au développement de ces SMR, et puis d'avoir la capacité de les conduire. Faire de l'énergie nucléaire, il faut savoir... Mais également, je dirais, l'énergie nucléaire également est utile dans le domaine de la médecine, est très importante. Donner une capacité souveraine aux États de cette région d'avoir accès à cette technologie est tout à fait fondamental, que ce soit dans le domaine scientifique fondamental, la neutronique, que ce soit dans le domaine de la conception des systèmes, la manipulation des matières, la sûreté nucléaire, sont des sujets sur lesquels des entreprises qui sont impliquées dans ce domaine devraient
à mon sens, se mobiliser. Il faut le faire avec une vision régionale. Il faut que les pays arabes apprennent à coopérer également dans ce domaine central et essentiel. Je pense qu'il y a une voie qui est très importante, qu'il faut organiser, et que la France notamment. La France, il y a très peu de pays qui maîtrisent la totalité de ces technologies. Il y a 5 puissances nucléaires civiles dans le monde. Il n'y en a que 3 qui ont la capacité souveraine de toute la verticalité du nucléaire. C'est la France, les États-Unis et la Russie. La Chine viendra probablement autant. Le Japon est un opérateur mais n'exporte pas ces technologies. Je crois que la France est un pays qui devrait, à travers des entreprises comme la nôtre, vraiment s'installer, encore une fois, dans la région et favoriser une coopération régionale pour que ces pays, dans 10 ou 15 ans, puissent se doter de ces moyens. Il y a une expérience que je connais bien, qui est celle d'Abu Dhabi. J'ai conseillé à Abu Dhabi, et à Mohamed Ben Zayed, je lui ai conseillé il y a une quinzaine d'années la seule réponse possible pour le besoin d'électricité de son pays et des Émirats globalement. Je lui ai dit que c'est le nucléaire parce que Abu Dhabi n'a pas de gaz, n'a pas de fleuve, il fallait faire de l'électricité. La seule réponse est le nucléaire. Il a fait construire par la Corée 4 réacteurs qui vont entrer en fonctionnement, je l'espère bientôt. Ça prend beaucoup de retard, mais voilà typiquement un pays qui s'est investi en nucléaire sans avoir le capital humain pour contribuer à la maîtrise, ne serait-ce que du chantier, mais après les enjeux de sûreté, les enjeux de maintenance. Une centrale nucléaire comme celle-là, il faut probablement 2000 ingénieurs. Voilà un pays qui n'a pas la population, n'a pas le capital humain pour le gérer. Il aurait dû s'intéresser simultanément à la question de la formation. Encore une fois, j'y reviens, il faut que nous puissions faire des transferts de technologie et également aider cette région à se doter de cette capacité-là, qui, à mon avis, est la seule à répondre aux besoins long terme. Très bien, merci. Merci pour ces analyses parfois un peu, oui, comme vous le disiez, un peu iconoclastes. Encore que le sujet du nucléaire a fait l'objet et continue de faire l'objet, je pense, à l'échelle européenne, à des négociations très dures, hein, pour savoir si on doit faire rentrer le nucléaire dans la taxonomie européenne des énergies propres. Ça fait l'objet de négociations. Oui. Et c'est difficile parce que le débat n'est pas clos, je veux dire. Le débat est tranché. L'énergie de demain en Europe, ce sera le nucléaire. Il n'y a pas d'alternative. Oui. Mais alors justement, ce qu'on appelle le mix énergétique, où en fait la réflexion sur quelle part du nucléaire doit être intégrée dans le mix énergétique de chaque pays. Bon, en France, nous, on s'était engagé sur un objectif de 50% qu'on pourra réviser, mais le nucléaire, aujourd'hui, fait l'objet de débats, hein, vous le savez, dans la société. Oui, mais il y a des débats, mais le sujet, il faut fournir de l'électricité en permanence, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Il n'y a pas d'énergie en dehors du nucléaire ou du fossile, c'est-à-dire gaz ou pétrole, qui permettent de réaliser cet objectif. Les énergies éoliennes ou solaires sont intermittentes. S'il n'y a pas de soleil, s'il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'électricité. Donc on fait en Europe des éoliennes, c'est vrai, c'est la grande tendance, mais d'abord c'est très réduit en capacité, en puissance. Deuxièmement, là où on produit l'énergie, ce n'est pas toujours le bon endroit. L'Allemagne, par exemple, est le pays qui investit massivement dans les éoliennes. Les éoliennes sont en mer du Nord. La consommation d'électricité est en Allemagne du Sud. Donc les investissements sont colossaux en matière d'infrastructures de distribution d'électricité, mais encore une fois, ça n'apporte pas la réponse. C'est-à-dire que si on veut avoir une production d'électricité qui soit en base, c'est-à-dire qui assure 95% de façon permanente de la consommation électrique, on n'a pas de solution. C'est pour cette raison que ce sera le nucléaire et personne d'autre qui pourra assurer dans le mix ce socle permanent de fourniture d'électricité, encore une fois, qui soit compétitive et surtout décarbonée. Très bien, merci. On va demander à M. Poiret.
donc directeur de Veolia pour la Jordanie et le Liban. Peut-être si, alors au-delà de ce que vous souhaitiez nous dire, de peut-être aussi alimenter la discussion. Merci beaucoup. Moi, je vais commencer par me positionner finalement peut-être à un niveau pays, la Jordanie, un niveau investisseur, entreprise, Veolia, un niveau projet, je pense que vous citiez le projet de Samra, puisque finalement, Veolia est investisseur, pour démontrer finalement, pour illustrer que la Jordanie est un pays attractif depuis longtemps, que dans le secteur des énergies vertes, on fait déjà des choses depuis plus de 20 ans, avec cet exemple-là, et puis pour finalement illustrer les opportunités, donc montrer le chemin parcouru et les opportunités à venir. Nous sommes un investisseur successful en Jordanie depuis plus de 20 ans, et ce pays crée des conditions pour des investissements d'Orange, de ADP, on a parlé de Meridiam, d'ADP tout à l'heure, de Veolia depuis longtemps. Alors, donc effectivement, c'est l'idée de cette conférence. C'est une terre d'opportunités, moi je le crois. C'est une terre d'opportunités pour des investisseurs internationaux. Et quand je focalise sur le secteur de l'eau, en faisant le lien entre le secteur de l'eau et le secteur de l'énergie, parce que c'est deux secteurs qui vont ensemble, qu'est-ce que je peux dire? D'abord, si je regarde le secteur de l'eau en Jordanie, l'eau potable en Jordanie, c'est du forage depuis du pompage depuis des forages profonds, du transport du sud au nord, le long de la Jordan Valley, c'est de la distribution dans le secteur, dans une agglomération de 5 millions d'habitants qui est particulièrement montagneuse ou collineuse, avec des collines importantes. C'est des choses compliquées même pour des gens du secteur de l'eau. Demain, c'est de la distribution à partir des pays voisins. Demain, depuis la mer Rouge. Et donc, c'est de l'énergie. L'eau en Jordanie, c'est beaucoup d'énergie. Et comme dans beaucoup de pays, on peut avoir des pays d'Amérique centrale, enfin, c'est pas le seul pays comme ça. Alors moi j'ai 5 messages pour revenir pour faire le lien. Vous parliez de transformation de défis. Non, c'est ce matin. J'entendais transformation de défis en opportunités. Ces projets donnent cette opportunité-là. Vous parliez de transition numérique et environnementale. Nous, on parle de transition écologique. Et effectivement, ça fait le lien avec le numérique. On pourrait parler de Non-Revenue Water, qui est le projet important de la communauté internationale qui doit aider à financer le projet à Bahaman pour qu'il se parte. Et donc, moi, je vais essayer d'illustrer. Et qu'est-ce que je peux dire dans ces 5 messages? Le premier, c'est que c'est déjà un pays avec un très, très haut niveau d'énergie renouvelable. On a 26% en 2021 sur le grid qui vient de photovoltaïque, d'énergie renouvelable. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont obligés de limiter aujourd'hui, puisqu'il y a une surcapacité, une surproduction. Et si je prends ce projet que vous citiez, donc le projet de Samra, qui est une station d'épuration au nord d'Amman, à 50 km d'Amman, faite il y a 20-25 ans par le secteur de l'eau français, finalement, ça, c'est une station d'épuration qui est autonome à 90%, qui produit pour 90% de ses besoins en énergie. Et on a encore d'autres initiatives dans le secteur de l'eau. On regarde du photovoltaïque à Samra. Le client jordanien le regarde, fait une ferme solaire en face de Moudawara, donc pour le projet de Dizi, qui est le projet qui amène la moitié de l'eau, comme c'était souligné plus tôt. Et puis, même dans cet échange entre de l'eau et de l'énergie avec Israël, c'est de l'énergie verte, 600 MW contre 200 millions de mètres cubes. Donc c'est vraiment déjà un pays qui fait de l'énergie verte depuis longtemps. Ce que je disais juste avant mon deuxième message, c'est qu'effectivement, c'est important, puisque dans la facture de l'eau en Jordanie, la moitié, c'est de l'énergie. Et il y avait vraiment besoin de davantage d'énergie verte, que ce soit de l'hydrogène après-demain, que ce soit du photovoltaïque aujourd'hui.
pour réduire les coûts d'énergie du water sector et donc le rendre plus durable, le rendre plus soutenable. C'est vraiment un must pour ce pays de faire de l'énergie verte d'un point de vue économique et d'un point de vue décarbonation, puisque par exemple le projet d'Aqaba Haman qui est faramineux, effectivement il ne se fera pas sans, il n'y a pas un investisseur qui viendra s'il n'y a pas, la ferme solaire associée, ou bien pour le projet de Dizy dans lequel nous sommes opérateurs Veolia depuis 10-15 ans. Mon troisième message, c'est qu'il y a déjà eu des investissements étrangers durables, des Français avec des régionaux ici, dans le secteur de l'eau. C'est démontré au travers, on avait dans notre discussion liminaire, finalement, sur des BOT, ça a été cité effectivement, ce pays a été capable de définir des modèles de business compliqué, je crois qu'on parlait de l'aéroport qui est aussi sur ce modèle-là, dans le secteur de l'eau depuis 20 ans, Build, Operate, Transfer, où finalement pour une infrastructure donnée, il demande au secteur privé de le faire de A à Z, et ça marche. Donc on a effectivement Dizy, Diwaco, Daom, 100 millions de mètres cubes d'eau délivrés à Amman chaque année, financés par les Turcs dans un partenariat turc-français-jordanien avec des banques internationales, dont Proparco, dont l'AFD, donc dont la France, ou bien la station d'épuration de Samra, où finalement c'est une station qui traite, non, c'est une station qui produit 365 millions de mètres cubes d'eau pour de l'irrigation, le long du cheminement jusqu'au King Talal Dam, ou bien pour soutenir même le niveau de ce barrage. Donc aujourd'hui, depuis 20 ans, on parle en France de 1%, de 2%, de quelques pourcents de reuse. Depuis 20 ans, on reuse à 100% l'eau pour de l'agriculture dans ce pays, avec cette usine qui produit de l'eau qui est capable d'être utilisée. Et donc, pourquoi est-ce que ce modèle a été successful dans ce pays? Donc ça doit l'être encore demain avec ce troisième projet Aqaba Haman, la station de dessalement, parce que c'est pour des infrastructures bien définies, dont il y a hautement besoin, toujours, parce qu'il faut qu'effectivement la sécurité du projet soit assurée, poussé par la communauté et aidé par la communauté internationale, beaucoup les Américains dans le passé, on est capable de faire des très longs investissements sur 25 ans, qui crée effectivement une relation très très forte entre ces investisseurs français, qui fait qu'ils sont aujourd'hui acceptés et appréciés en Jordanie, même si on est peut-être moindre investisseur que d'autres pays, avec la puissance publique. Et grâce à l'USAID, la Proparco, l'AFD, donc tous ces finalement institutions financières ont aidé à structurer des modèles qui sont compliqués pour la puissance publique. Ça, c'était mon troisième message. Quatrième message, il y a effectivement des nouvelles opportunités qui arrivent. Moi, je pourrais parler de turbines. On a fait des turbines sur Samra. On pourrait parler de transformation du biogaz. On pourrait parler encore de photovoltaïque. Nous, on a fait 2 fois 20 millions d'investissements sur 2 projets de 200 millions de CAPEX depuis plus de 20 ans. Et il y a des nouveaux projets qui arrivent et il va falloir continuer à innover. Ça sera forcément de l'innovation. Je ne sais pas si ça sera de l'hydrogène, si ce sera des choses de l'hydrogène verte, parce que ça, c'est finalement l'hydrogène, c'est bien si on fait de l'hydrogène verte. On pourra... Voilà, il y a 4 couleurs dans l'hydrogène, et ce qui est intéressant, c'est la 4 couleurs, mais ça demande beaucoup d'énergie, et aujourd'hui, ça coûte trop cher. Donc ça, c'est l'ambition, effectivement, je ne cesserai pas ça, mais on a finalement des opportunités d'investissement, moi ce que je voulais dire, juste dans la réutilisation d'eau, parce que finalement il y a 3 zéros là, il y a le triple net benefit qu'on veut, c'est-à-dire 100% d'eau recyclée, 100% d'énergie produite par une infrastructure technologique importante, 100% de CO2 évité, c'est possible dans ce genre d'investissement. Et alors si... Pour un dernier message, j'élargis sur la région MENA. Si je reviens à Veolia, nous sommes évidemment très friands de combiner énergie et déchets, ou bien énergie et eau, puisqu'on pense que ça va ensemble. Et donc on investit plus dans les pays du Golfe, aux Émirats, en Arabie Saoudite, en Turquie, dans des incinérateurs de déchets, dangereux. Et donc, c'est coupler ces 2 besoins, finalement, c'est quelque chose qui crée des opportunités.
Il va y avoir des opportunités majeures dans la région, puisqu'on passe d'une économie carbonée avec le pétrole. Et donc, ça va créer plus d'opportunités, plus de besoins. Et si je reviens à la Jordanie, pour moi, c'était beaucoup de photovoltaïque hier. Ça doit continuer à être du photovoltaïque, probablement encore. Donc là, on a besoin d'aide pour que le ministère de l'énergie finalement nous laisse faire, parce que sur des infrastructures existantes, si on ne le fait pas, ce sont des investissements qui ne sont plus acceptables d'un point de vue CO2, mais on va pouvoir coupler ça avec d'autres choses, en utilisant mieux le biogaz, les turbines, pour faire des boucles locales d'énergie, ou bien pour effectivement le transport, par exemple, le transport dans ce pays qui est aussi très important sur les routes. Voilà. Merci beaucoup, en effet. Moi, je retiens que vous appelez quand même à combiner les différents procédés et à associer l'énergie, l'eau. Donc vous faites appel d'ailleurs vous tous, à la notion de complémentarité entre différents processus. D'ailleurs, on le constate quand on voit, depuis qu'on est arrivé ici en Jordanie, on a pu mesurer, par exemple, on voit bien que, vous le disiez, l'ensemble des pays MENA sont confrontés au stress hydrique. On voit que la mer Morte recule, on nous a dit ça, elle ne cesse de reculer. On voit que la terre est craquelée aussi. Et en même temps, lorsqu'on est allé faire notre excursion au Mont Nebo, en redescendant, on a vu des vastes terrains couverts de panneaux photovoltaïques. Donc la transition, elle est là. Alors, je pense que le nucléaire, oui, le photovoltaïque, et puis l'éolien, alors il y a peut-être moins de vent ici. Mais vous souhaitez réagir, monsieur? Non, je soulignais ce que vous venez de dire, il n'y a pas assez d'eau. L'eau, il va falloir la fabriquer. Et là, une des réponses, moi je pense encore une fois, c'est l'eau de mer. La plus grande quantité d'eau disponible, c'est la mer qui la fournit. Mais l'eau, ça renvoie, c'est pas seulement la disponibilité instantanée et ce que le stress et l'indisponibilité de cette eau provoque, que vous venez de décrire. Il y a d'autres enjeux. Je pense nous pensons tous, il n'y a pas de développement possible sans eau, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie. Et puis la deuxième notion, c'est que sur l'eau, comme l'énergie d'ailleurs, vous avez des enjeux géopolitiques, des enjeux de souveraineté. L'eau de cette région vient d'Irak. Pardonnez-moi. Elle vient d'Irak, mais surtout elle vient de Turquie. Puisque les fleuves principaux qui approvisionnent, le fleuve principal qui s'appelle le Jourdain, qui approvisionne la zone ici, c'est un fleuve qui est en confluence avec le Tigre et l'Euphrate. Le Tigre et l'Euphrate est dans le Kurdistan irakien, et dans le Turkestan, dans le Kurdistan turc, pardonnez-moi, turc. Donc ça va poser des problèmes politiques. Ça va poser des problèmes politiques de partage de l'eau et puis de contrôle durable de l'eau. Donc l'eau, vous devez en fabriquer. Si vous voulez la fabriquer, il faut de l'électricité. Il n'y a pas d'alternative. Et je répète, l'électricité durable, en quantité suffisante, économiquement utilisable et mobilisable, il n'y en a qu'une, c'est l'énergie nucléaire. Et c'est pour ça que je me permettais d'insister, on en parlait tout à l'heure dans cette table ronde, je crois qu'il ne faut pas il n'y a pas de réponse possible avec de réponse durable. Bien sûr qu'elles vont contribuer, je n'ai pas de doute, toute source d'énergie est positive, mais je pense que la réponse durable, elle est vraiment dans le nucléaire. Et si la France doit faire quelque chose dans cette région, et en Afrique du Nord aussi d'ailleurs, puisqu'ils ont les mêmes problèmes, grosso modo, et même une échelle encore plus importante, ça ne peut se faire qu'avec l'énergie nucléaire. Très bien, merci. Je vois que l'heure tourne et que la journée a été déjà très dense. Alors peut-être je vous proposerai chacun d'entre vous, Monsieur le Président, pour commencer par vous, une petite conclusion, ce que vous dégagez, ce que vous retenez de nos échanges, et chacun, si vous le souhaitez. Puis après, on remerciera le groupement du patronat francophone. Bien, merci beaucoup. Je pense que, peut-être pour résumer un peu ce que nous avons dit, j'avais dit que dans le cadre de l'accord de Paris et par rapport à la réunion qu'il y a eu en Égypte
Sharm el-Sheikh plus précisément. La Côte d'Ivoire vise, pour le respect donc, de ses engagements, un mix énergétique, je vous ai dit, de 42%, de sorte que mais ceci doit être issu des énergies renouvelables d'ici 2030. Mais en attendant, je crois que la Côte d'Ivoire vraiment mobilise les experts. Je crois que c'est là où notre appel est intéressant. Les experts en technologie verte, hein, et en matière énergétique, on a dit éolienne, solaire, hydraulique, parce qu'aujourd'hui, notre électricité, notre énergie est issue pour 63% du thermique et 37% de l'hydraulique. Donc, si nous voulons aller vers les énergies renouvelables, il y a lieu, nous sommes dans une transition en fait, qui nous demande de faire appel à toutes les expertises qu'il faut pour qu'on puisse aller vite. Cela dit, la Côte d'Ivoire, tout de même, est aujourd'hui en matière de l'accès des populations à l'énergie. Il y a 80% de la population a accès à l'électricité et il est dit que d'ici 2025, toutes les localités auront accès à l'électricité, mais déjà à 80%. De même pour l'eau, nous sommes à 82% également d'accès à l'eau potable. Donc d'ici également 2025 également, toutes les populations auront accès à l'eau potable. Voilà. Donc il s'agit donc d'accélérer un peu le processus. C'est ce qui nous amène justement à demander des investissements importants, même s'il en existe déjà. Parce que, par exemple, il faut donner un exemple, de 2011 à 2020, c'est plus de 600 milliards qui ont été investis dans l'eau pour l'alimentation de la population, 600 milliards de francs CFA. Dans l'eau également, à peu près le même montant. Donc voilà un peu notre conclusion. Merci à vous, Monsieur le Président. Oui, peut-être à vous. Vous faites dans le sens comme ça. Moi, je vais juste faire trois messages assez simples, de conclusion de la journée plutôt, et de ce que j'ai entendu toute la journée, et puis de ce que nous disions cet après-midi, cette fin d'après-midi. Moi, j'ai vraiment l'impression, depuis que je suis en Jordanie, d'avoir un pays, je viens depuis 2015, d'un pays qui cherche à faciliter les investissements étrangers. Je pense que c'est pas facile, mais c'est possible. Et donc, on est dans un pays qui, quand même, favorise les choses. C'est un facteur de stabilité, et ça marche dans les deux sens. Ils veulent promouvoir ce facteur de stabilité, et ça stabilise les choses, ces investissements, dans des actifs stratégiques, notamment. On est capable, finalement, d'ici, moi, c'est ce que je vois, de mener des projets qui sont complexes, d'infrastructures. L'aéroport est récent, je parlais d'un projet un peu plus vieux avec le nôtre, avec l'aide internationale qui aide vraiment beaucoup, non seulement à financer, mais à structurer les choses. Et ce qui fait que ces projets nouveaux, parce qu'effectivement, on va parler d'énergie nouvelle, d'énergie verte, ça pourrait être du nucléaire demain. Moi, j'en entends parler depuis longtemps, depuis que je viens en Jordanie. Effectivement, c'est des projets qui seront de toute façon très complexes tout de suite. Et puis, je rebondis sur un autre mot, je crois que vous avez cité le capital humain, quand vous parliez de l'exemple l'exemple des Émirats. D'Abu Dhabi, effectivement, je l'ai entendu tout au long de la journée, c'est ici une force extraordinaire, c'est que ce capital humain, il est existant ici et qui va permettre ces transitions et ces développements qui sont à venir. Voilà. Merci. Écoutez, juste pour me redire, les besoins en eau et en électricité ici, il va falloir les satisfaire, je dirais dans l'ensemble des pays arabes. Le problème se pose de la même façon, stress hydrique, stress électrique. Demain, même aujourd'hui d'ailleurs sur l'électricité, je crois que c'est vraiment un des très grands, très importants enjeux de la région pour son avenir. Et vous savez, la France est un pays qui a une longue expérience de la coopération nucléaire internationale. La France a soutenu particulièrement le domaine du développement nucléaire deux pays, c'est Israël et l'Iran, historiquement. C'est des coopérations qui s'établissent à très long terme et qui commencent d'abord par la constitution d'un capital humain
des physiciens, des électroniciens, des métallurgistes, des gens du logiciel aujourd'hui. Donc c'est un capital humain qui est constitué lentement. Il faut le former. Il faut former pour les voisins également. Il y a des pays qui peuvent être des pivots dans ce domaine. Il y en a deux, je les ai cités tout à l'heure. C'est la Jordanie, probablement la Tunisie, avec l'Algérie voisine également, qui est un pays qui est très avancé dans le domaine nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont un réacteur, ils savent ce que c'est que la matière fissile, ils savent comment ça fonctionne, ils savent ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, bon, les pays arabes ont tous signé le traité de non-prolifération. Donc aujourd'hui, ils ont un accès souverain et tout à fait légitime au nucléaire civil. Il faut l'organiser. Et moi, je préconise qu'un des pays pivots, ce soit dans la région, en tout cas, ce soit la Jordanie, à raison de son capital humain. Très bien, merci à vous. En effet, je crois que donc, nous avons conclu. Peut-être un point, en tant que modérateur, je crois qu'on a terminé sur l'élément peut-être essentiel, finalement, de ce qui nous réunit et des enjeux. C'est l'humain, l'homme. Et en effet, cette transition vers les énergies propres, vers les énergies vertes, elle va mobiliser énormément de besoins de compétences. Et des compétences qui vont aussi être mises à jour, qui vont devoir être mises à jour de manière assez régulière. Je voudrais terminer sur une expérience que j'ai vécue avant d'arriver au Conseil économique, social et environnemental, où j'ai fait un tour, j'ai exercé une mission auprès de l'OCDE, qui a fait des études sur la durée de vie des compétences. Et elle a exprimé, elle a évoqué dans les années 80-90, lorsqu'on se formait, en fait, une compétence technique acquise pouvait durer entre 10, 15, voire 18 ans. Aujourd'hui, la durée de vie d'une compétence technique dure 2 ans. 2 ans et demi, 3 ans. Donc en fait, besoin de compétences, mais besoin de mettre à jour en permanence des compétences qui vient en fait alimenter cette accélération en fait de l'économie et cette transition qui va très très vite. Voilà, en tout cas, sur ce point, je voulais remercier tout le monde, remercier le groupement du patronat francophone, Jean-Loup, le féliciter, remercier l'ensemble des autorités jordaniennes, et puis voilà, vous remercier tous pour votre contribution. Merci, Monsieur Serge. You have to take photo. Yes. Yes, thank you. It's a very beautiful information, Monsieur Akou, Monsieur Yazid, Monsieur Serge. Flon Serge. طبعا كان يوم مثمر جدا. احنا سعداء اليوم بشركائنا الفرنسيين بهذا اللقاء اللي جمع رجال الاعمال الاردنيين والفرنسيين. انتهى الورشه النقاشيه اليوم لليوم الاول. بكره ان شاء الله رح نكمل، رح نحكي اكثر عن فرص الاستثمار، عن الفرص المتاحه، التحديات، وعن منطقه سلطه العقبه الخاصه. بكره في سيشن جدا مهمه عن العقبه، وطبعا بيسعدنا انه ترتاحوا شوي، ولازم نلتقي معكم على العشاء ببرج الحمام بفندق كراون بلازا. التجمع رح يكون الساعة 7 باللوبي الأوتيل فوق. رح نكون سعداء كلياتنا أن نتشارك على العشاء حتى نحكي أكثر. وشكرا لكم لهالليلة. مساكم سعيد. Merci à tous. Notre dîner ce soir sera à 19h. Il y a un groupement dans le lobby. On va aller tous ensemble dans un bus parce que c'est à l'hôtel juste à côté, Crown Plaza, dans le resto Burj Al Hammam. Alors 19h dans le lobby pour aller ensemble à l'hôtel Crown Plaza pour le dîner. Ouais.